Ils font partie de notre univers depuis 25 ans et pourtant, certains ont bien du mal à s'y faire. Je veux parler des médicaments génériques. Ils sont au cœur d'une vaste campagne de communication qui a été lancée par l'assurance maladie. On en parle avec vous, le docteur Dominique Lévesque, pharmacien aux hôpitaux universités de Strasbourg. On rappelle peut-être d'abord ce que c'est qu'un médicament générique pour être complètement pédagogique. Alors un médicament générique, c'est avant tout un médicament. Donc un médicament, c'est 3 éléments. C'est une qualité, à la fois de matière première et de production, une activité démontrée et une tolérance acceptable. Donc c'est un médicament générique, c'est un médicament qui peut être fabriqué à échéance des brevets de la molécule princeps, c'est-à-dire la molécule de référence. C'est une création industrielle. Les créations industrielles sont assorties de plusieurs brevets. Et un brevet, c'est 20 ans. Et durant ces 20 ans figure la période de recherche et développement, la période d'exploitation. Au-delà des 20 ans, les brevets tombent. Donc d'autres laboratoires pharmaceutiques ont la possibilité, mais pas l'obligation, de commercialiser la molécule qui est tombée dans le domaine public. À quoi reconnaît-on un médicament générique? Parce que son nom ne ressemble pas à celui qu'on connaît d'habitude. Alors en termes d'apparence et en termes de dénomination, le médicament générique n'a généralement pas de nom de marque. Vous savez qu'un médicament a 2 noms, un nom de marque et également ce qu'on appelle la dénomination commune internationale ou la DC ou la DCI, qui est un nom qui est proposé par l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS. Et donc le générique a généralement un nom qui peut être compliqué et qu'on appelle la fameuse DCI, qui est suivie généralement du nom du laboratoire fabricant. Voilà, alors on l'a dit tout à l'heure, il y a une résistance de la part des patients, de la part parfois aussi de certains médecins qui continuent de prescrire des médicaments non substituables. Ça veut dire qu'on arrive en pharmacie, le pharmacien ne peut pas nous proposer un générique, il ne peut vraiment pas nous le proposer. Quand c'est écrit non substituable, c'est irrémédiable. Tout à fait. Donc, depuis, je ne suis pas pharmacien d'officine, donc je suis pharmacien hospitalier, mais depuis 1999, donc les pharmaciens n'ont le droit de substituer que s'il n'y a pas cette mention NS qui est apposée sur ordonnance, et uniquement au regard de ce qu'on appelle le répertoire des génériques, c'est-à-dire le catalogue des médicaments que le pharmacien peut substituer. Donc il y a également un catalogue qu'on appelle ce fameux répertoire des génériques en officine de ville, qui n'est pas appliqué aux pharmacies hospitalières. Effectivement. Alors effectivement, quand on voit sur son ordonnance non substituable et qu'on entend que le médicament générique, normalement, c'est la même chose qu'un médicament princeps, le doute s'immisce forcément dans l'esprit des patients. Tout à fait, le doute peut s'immiscer, tout à fait. Oui. C'est-à-dire pour quelles raisons, voilà, il faut, qu'est-ce qui a conduit, alors parfois ça va être le patient également, qui ne veut pas changer, parfois ça peut être le médecin, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais... Alors quel est l'argumentaire qu'il faut développer justement pour rassurer les esprits? Il n'y a pas à rassurer, c'est un médicament, donc un générique, ça permet d'ouvrir la concurrence, donc ça permet de tirer le prix des médicaments vers le bas, donc d'optimiser les ressources de santé, et surtout, moi, un domaine qui m'est cher, qui est l'oncologie, qui permet de financer également les nouveaux médicaments qui arrivent. Juste pour vous donner une idée, le dernier médicament dont on a parlé à l'hôpital de Strasbourg, qui concerne le leucémie aiguë lymphoblastique, le flacon coûte 11 500 €. Donc ces traitements-là, évidemment, il faut les financer. Un traitement pour un myélome, maintenant, on est à 250 000 €. Donc pour 1 an de traitement. Donc, vous voyez, on a des coûts considérables qu'il faut pouvoir absorber. Et une manière de les absorber, c'est d'optimiser justement ces médicaments dont on peut utiliser par le biais des génériques qui sont donc moins chers, moins 60% en officine, et largement moins chers à l'hôpital, puisqu'il faut le savoir, l'hôpital, nous, on est soumis au code des marchés publics, donc on peut faire appel à la concurrence. L'avantage de l'hôpital, c'est qu'on peut négocier les prix, donc on peut tirer les prix vraiment vers le bas, ce qui permet également aux hôpitaux français d'avoir un certain équilibre en termes de produits de santé pharmaceutiques. Voilà, ça, on n'en a pas forcément conscience, effectivement, voilà, des enjeux qui se cachent derrière ces médicaments génériques. Il y a des enjeux économiques et puis il y a des enjeux également sanitaires. Moi, je l'ai rappelé parce que j'ai eu pas mal d'échanges avec différents confrères. Bon, j'ai été amené justement à faire pas mal de publications scientifiques dernièrement qui remettaient en cause finalement le générique. Il faut savoir que dans des domaines comme l'antibiothérapie ou la cancérologie, on n'a que des génériques puisque la molécule princeps n'est plus commercialisée. Donc les laboratoires arrêtent la commercialisation généralement pour des problèmes de rentabilité. Donc les médicaments qui guérissent le cancer sont essentiellement des génériques. Ça, il faut le savoir, parce que la molécule princeps n'est plus commercialisée. Donc on a envie de dire, heureusement qu'on a les génériques pour soigner nos patients. Aujourd'hui, combien de médicaments génériques sont sur le marché? Difficile à dire, je n'ai pas en tête le répertoire. Je ne sais plus combien il y a. Plusieurs milliers. Plusieurs milliers, je dirais. Oui, je ne sais pas, j'ai pas cette notion. Il y a 3700 spécialités, enfin substances actives. Et ça couvre potentiellement toutes les pathologies?
Quasiment toutes les pathologies, oui. Donc, essentiellement les formes sèches, les formes injectables. Nous, on travaille beaucoup avec des formes injectables à l'hôpital, évidemment. Ça couvre essentiellement ces deux formes-là. Et dans des secteurs, j'allais dire la cardiologie, la diabétologie, l'oncologie, l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, je pense qu'elle est génériquée actuellement à 85% en termes de volume. Notamment en officine, je dirais qu'au moins 80% des antibiotiques sont des génériques. À l'hôpital, c'est le cas également, lié au fait qu'on a assez peu de nouveautés. Nos deux invités, Véronique Bertrand, Marc Lévy, votre attitude face aux génériques, vous les acceptez sans aucun problème? Oui, tout à fait, je les demande même. Vous les demandez? Ah oui, oui. On peut les demander en tant que patient, on peut préférer. Oui. Voilà, si le pharmacien ne fait pas son boulot, on peut en tant que... Non mais ça existe aussi. Oui, bon, c'est vrai qu'on a parfois c'est assez rare, mais on a parfois des petites réserves. Bon, après, ça peut être également lié à des expériences personnelles, hein, donc on a parfois des histoires de chasse, notamment cette fameuse intolérance. Mais il faut savoir également que si on a un message négatif vis-à-vis d'un médicament, c'est-à-dire un message de la part d'un professionnel de santé ou de l'entourage, on peut également avoir une vision, un ressenti négatif du médicament. Donc il faut avoir un message positif pour ces médicaments qui, je l'affirme, ont la même activité, la même tolérance que la molécule dite d'origine. Merci beaucoup, docteur Dominique Lévesque, d'être venu nous rappeler l'importance d'utiliser principalement des médicaments génériques. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez en savoir encore bien davantage, parce qu'effectivement, quelques minutes d'interview, ça ne suffit pas pour peut-être vous convaincre, mais sait-on jamais. Ce site, c'est onpeutfairemieux.com. Allez-y, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Nous passons maintenant à notre séquence